Thévenot, est-ce que cette mobilisation qui, on le voit, s'annonce encore suivie, vous inquiète? Inquiète le gouvernement, inquiète la majorité? Non, une mobilisation ne doit jamais inquiéter, au contraire, elle doit être entendue. Une mobilisation sert à faire exprimer des revendications qui sont légitimes. Le seul enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est quels sont les vecteurs pour porter ces revendications au sein de l'Assemblée nationale. Et force est de constater qu'après près de 28 heures de débat en commission des affaires sociales la semaine dernière, et puis les quelques heures de débat où nous avons essayé de pouvoir nous faire entendre hier dans l'hémicycle, eh bien les revendications ne sont pas portées. Et c'est ça l'enjeu que nous avons aujourd'hui. On va y venir sur ce qui s'est passé dans l'hémicycle. Vous dites une mobilisation doit être entendue. Est-ce que ça veut dire que s'il y a encore plus d'1 million de personnes dans la rue aujourd'hui, il pourrait y avoir un infléchissement de ce projet? Il doit y avoir un infléchissement de cette réforme. Mais le projet a déjà pas mal évolué par rapport à ce qu'il était au moment des présidentielles. Effectivement, nous avons toujours été très direct. Nous voulons mener une réforme des retraites, pas pour nous, mais pour notre pays, pour conserver le modèle social dans lequel nous sommes. Nous étions sur 65 ans, nous sommes passés à 64 ans. Nous étions pour une revalorisation des pensions minimales pour les prochains retraités, ceux qui vont être à la retraite, et nous avons fait un « et ». Ceux qui vont être à la retraite, plus ceux qui le sont déjà actuellement. Nous continuons à avancer, mais pour pouvoir avancer, il faut que ce débat puisse avoir lieu. Le temps parlementaire a commencé, et donc il faut que ce temps parlementaire puisse se mettre en place. Elsa Faucillon, avant de revenir sur ce qui s'est passé hier dans l'Assemblée, est-ce qu'aujourd'hui vous comptez plus sur la rue que sur les débats parlementaires pour faire bouger le gouvernement? Mais les deux sont liés. Je serai cet après-midi aux côtés de toutes celles et ceux qui se mobilisent contre cette réforme, qui trouvent qu'elle est particulièrement injuste, injustifiée, qui y voient une violence sociale supplémentaire, puisque les personnes qui se mobilisent, elles vivent aussi dans un contexte actuellement où il y a l'inflation qui continue de grimper, il y a eu la réforme de l'assurance chômage extrêmement violente, il y a les prix de l'énergie qui flambent, donc un contexte social déjà extrêmement difficile, et qui voit dans ce contexte en plus le fait qu'on va leur prendre 2 ans. 2 ans sur leur vie, sur leur temps libre, 2 ans pour certains dans un travail qui va être particulièrement pénible. Et donc nous, à l'Assemblée, on va porter ce refus massif qui existe dans le pays. Vous connaissez les chiffres, plus de 80% opposés à la réforme, 80% des actifs. Et plus le gouvernement parle, plus la mobilisation et le rejet sont massifs dans le pays. Donc nous, à l'Assemblée, évidemment, on ne va pas se taire. On va la porter, cette mobilisation. Et si le gouvernement et la majorité pensent que nous allons être tranquilles et sages, évidemment, ils se trompent. Je vous fais réagir. Plus le gouvernement parle et plus l'opposition croit. Pardon, cette phrase, on l'a entendue en longueur de journée. Je pense qu'on a bien compris. Vous avez tous la même fiche sur ça. Je pense qu'on peut passer aujourd'hui. Non, mais vraiment, cette phrase, je la connais par cœur, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. En marche, je parle des éléments de langage, c'est toujours très drôle. Maintenant, on va plutôt parler des Français. Effectivement, l'enjeu que j'ai aujourd'hui, c'est que 2 points, et sur la forme et sur le fond. Sur la forme, ce qu'on a vu hier est assez inquiétant. Parce qu'en fait, la LFI, sans s'en rendre compte, enfin j'espère sans s'en rendre compte, se comporte comme un cheval de Troie du Rassemblement national. Pendant qu'ils sont en train de faire des claquettes, et vraiment de faire des claquettes, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale est indigne. Eh bien, nous avons le Rassemblement national qui, en coulisses, sagement, mange son popcorn et attend son heure sagement et tranquillement. Et donc ça aussi, nous devons être capables de le dénoncer. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, mais moi, je suis très étonnée d'entendre que des élus de gauche nous laissent entendre que le système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui est la panacée. Mais pardon, ce système n'est pas la panacée. Mettez de côté, si vous voulez, le sujet du financement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce système est équitable? Est-il juste? Sur les pensions minimales, sur les carrières hachées, sur le sujet des femmes, sur l'ensemble des sujets de pénibilité et de carrière longue. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la panacée? Non. Et donc, ce que je vous dis, c'est saisissons-nous de ce texte pour faire avancer ces sujets. Parce que, je reprends vos mots, la violence sociale, ça serait de ne rien faire du tout. On va revenir sur le fond, sur la forme. Elsa Faucillon, évidemment, je vais vous laisser répondre. On va commencer par la forme, Alex, puisque le débat a été marqué hier, dès le début, par de multiples prises de parole de la gauche à propos des motions référendaires. Oui, les motions référendaires, ces fameux textes déposés par l'opposition pour organiser un référendum sur la réforme des retraites. La gauche et le Rassemblement national avaient déposé chacun leur motion référendaire. Le problème, c'est qu'une seule motion peut être discutée dans l'hémicycle, et c'est la motion du Rassemblement national qui avait été tirée au sort. Et hors de question
proposition pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, d'examiner une nouvelle motion référendaire, une troisième motion qui avait été déposée par le groupe Lyotte, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires et soutenue par la gauche. Hors de question d'examiner cette troisième motion, ce qui a provoqué la colère de l'opposition et surtout de la gauche. Écoutez la députée insoumise et la présidente du groupe Insoumis, Mathilde Panot. Cela s'appelle une manœuvre et nous la voyons gros. Lorsque cette troisième motion référendaire a été déposée, elle a été déposée, et M. de Courson l'a très bien dit, elle a été déposée dans les délais. Il n'y a aucune raison pour que vous rejetiez cette troisième motion référendaire, si ce n'est de rajouter encore un déni démocratique au coup de force que vous êtes en train de faire aux millions de Français qui manifestent dans ce pays. Alors, il faut imaginer que tous les groupes d'opposition concernés par cette motion référendaire ont pris la parole pour faire des rappels au règlement. Ça a retardé le début du débat sur les retraites et ce temps perdu par cette querelle de règlement, ça a exaspéré la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger. Écoutez. 40 minutes de perdu pour le débat qu'attendent les Français. Alors oui, posons la question. Qui dans cet hémicycle fait la courte échelle à l'extrême droite? C'est vous. Qui dans cet hémicycle vote le plus avec le Rassemblement national? C'est vous. Nous voulons débattre et nous sommes ici pour débattre. Voilà, un débat extrêmement agité, un brouhaha alimenté notamment par la gauche de l'hémicycle. Et face à la colère de ces députés de gauche, eh bien, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui voulait commencer les débats, il n'a même pas pu s'exprimer. Regardez. Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, mesdames et messieurs, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre 5 minutes le temps que certains collègues laissent le gouvernement s'exprimer. Elsa Fossillon, on le voit, plus de 45 minutes avant que les débats ne puissent commencer, que les ministres ne puissent s'exprimer. Est-ce qu'un débat serein peut se tenir dans ces conditions sur cette réforme ? Écoutez, il va falloir poser la question au gouvernement et à la majorité. Qui, hier, à la violence sociale que représente ce texte, a ajouté un déni démocratique ? C'est bien la majorité, une majorité certes relative, mais la majorité qui a utilisé un règlement certes peu précis, mais qui l'a manœuvré à l'extrême pour permettre au Rassemblement national d'être son faible opposant face à cette réforme. C'est le gouvernement et c'est la majorité qui ont choisi ça. Il faudrait faire quoi ? Se taire, ne pas écouter les millions de nos concitoyens qui, dans ma circonscription, à l'image de ceux de ma circonscription, me disent « battez-vous, défendez-nous, demandez le retrait ». Voilà ce que nous faisons. Et moi, je n'ai pas honte de dire qu'effectivement, nous n'allons rien lâcher pour permettre que ce rejet massif qui existe dans le pays soit entendu. La deuxième chose sur les revendications et les propositions, vous avez dû participer comme moi à la commission où nous avons examiné ce texte. Oui, comment pouvez-vous dire que sur la question de l'égalité salariale, qui est au cœur de la question des retraites, que sur la question de la manière d'augmenter les recettes pour les retraites, sur la question de l'emploi des seniors, sur la question de la pénibilité. Partout, nous avons mis des propositions. Donc oui, nous assumons d'être extrêmement opposés à votre projet et d'avoir des propositions pour le régime par répartition, qui est celui que vous vouliez détruire en 2019. Chers collègues, vous êtes en train d'essayer de faire ici un débat que nous n'avons pas pu avoir en commission des affaires sociales. Et c'est pas faute de vous l'avoir demandé. C'est bien d'essayer de faire des débats de fond sur les plateaux télé. Je pense que notre rôle de parlementaire, c'est de le faire là, dans l'hémicycle. Et ce que nous avons vu hier, je le dis très calmement, il y avait de nombreuses personnes qui nous regardaient. Il y avait des jeunes en tribune, il y avait des adolescents en tribune. Et le spectacle qui a été donné, ce n'est pas des débats forts, des débats denses, des débats extrêmement rudes. Ça, c'est notre rôle si nous ne sommes pas d'accord. Et il n'y a pas de sujet. Mais de voir ce qui a été fait avec le ministre Olivier Dussopt, qui arrive à la tribune et qui n'arrive même pas à parler. On a dû suspendre. Et c'est pas simplement au bout de 2-3 minutes pour rappeler au calme. Ça a duré des minutes très très longues où la présidente de séance, Yael Braun-Pivet, vous a demandé simplement de laisser le ministre pouvoir s'exprimer et vous savez très bien que vous auriez eu loisir de lui répondre. Eh bien ça, c'est pas une marque d'opposition, c'est simplement un problème d'éducation de la part de
de certains députés de la LFI. Écoutez, il manque d'enseignants dans les écoles. Je propose à Madame Thévenot d'y aller, mais je ne suis pas une enfant. Le mépris, c'est l'argument de ceux qui n'en ont plus. Non, mais simplement, le mépris, vous avez raison, est celui que nous voyons à l'œuvre de la part de votre majorité et du gouvernement. Le débat. Et qui est absolument empêcher un ministre de parler, ce n'est pas mettre en place les conditions d'un bon débat, madame. Par les concitoyens de notre pays. Les gens nous regardent. Vous savez, hier, il y a la députée Rachel Keke qui a exprimé très très clairement et avec des mots très justes ce qui est ressenti aujourd'hui dans la population. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous remercie de me laisser parler. Vous demandez du débat, nous l'avons ici. Et donc elle a dit, vous allez mettre à genoux ceux qui ont tenu et qui tiennent la France debout. Voilà, résumé, la violence sociale que vous mettez à l'œuvre. Nous avons toutes et tous applaudi les essentiels de ce pays pendant le Covid. Le président de la République est venu dire nous allons revaloriser. Ces personnels attendent toujours la revalorisation et vous leur dites aujourd'hui par ce projet de loi que vous allez les faire travailler 2 ans de plus et parfois pour certains et certaines beaucoup le budget, plus. Laissez-moi s'il vous plaît finir. Vous ne l'avez pas voté. Et pour les femmes en particulier, dont vous instrumentalisez la cause, vous instrumentalisez la cause au travers de ce projet de réforme. Les essentiels de ce pays sont ceux et celles que vous mettez le plus à genoux par votre réforme. On va venir sur la question des femmes un peu plus tard. Parce qu'à Thévenot, je vous laisse répondre. Non, moi je dis très simplement, j'ai tout à fait entendu Madame Keke hier et j'ai entendu d'autres collègues, d'autres bancs. Nous les avons écoutés. Ce que je vous demande, c'est d'être capable de faire la même chose. Tout simplement, argument contre-argument. Parce qu'en fait, ce dont il s'agit, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas de vous, ce n'est pas de moi, mais c'est de celles et ceux que nous sommes censés représenter. Et nous avons aujourd'hui, vous l'avez très justement dit, vu notamment pendant la crise Covid, que le système tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas pérenne, notamment pour les plus précaires, les plus modestes, les plus fragiles de notre système. Que vous allez mettre alors acceptez de travailler sur ce texte, acceptez de le faire. Je suis une parlementaire, c'est quand même assez cocasse, si ce n'est pas dire autre chose, de supplier notre parlementaire de dire s'il vous plaît, débattons. En commission des affaires sociales, nous n'avons pas pu débattre. Vous nous avez posé amendement identique sur amendement identique sur amendement identique pour remplacer 1% par 2%, par 4%, par 5%. 3 heures rien que sur cet exemple-là. Et je pourrais en citer des tas. Donc moi, ce que je demande aujourd'hui, ne volez pas ce débat aux Français. Elsa Faution. Écoutez, j'ai une des questions. Est-ce que 18 000 amendements dans un temps aussi contraint, ça laisse la place au débat? Beaucoup de leçons de morale. Non, je les écoute avec une forme d'amusement. Je le redis, c'est pas drôle nous assumons pleinement le fait de porter aujourd'hui le rejet massif qui existe dans ce pays. Nous assumons d'être sur une bataille pour le retrait pur et simple de ce texte qui vient, je le redis, demander encore et encore des efforts à celles et ceux qui ne font que ça, faire des efforts dans ce pays. Sur le fond avec autant d'amendements. Mais écoutez, c'est l'une des questions. Vous savez pourquoi je minimise ces espèces de leçons de morale. Au précédent mandat, nous avons porté une proposition de loi pour faire en sorte que les temps partiels subis cessent et qu'il y ait des sanctions fortes pour les entreprises. C'est cette même majorité qui les a refusées. Donc, vous savez, les leçons de morale aujourd'hui ou les éléments de langage très bien travaillés qui viennent expliquer que cette réforme des retraites serait faite pour les carrières longues, pour ceux qui subissent les temps partiels subis, alors même que ce même gouvernement, cette même majorité, ne cesse d'être docile et particulièrement gentil avec les milliardaires, avec les profiteurs de crise, les leçons de morale, ils me passent par-dessus la tête. Pardon, on va regarder, parce que visiblement, ils veulent pas aller dans le fond des amendements, on va le faire. On va le faire parce que je pense qu'on n'y arrivera pas dans l'hémicycle. Mais sur, effectivement, les 17 000 amendements portés par la LFI, la NUP, 2 tiers, c'est effectivement des taxes. C'est pas des taxes sur les effets de rente, c'est pas des taxes sur le capital, c'est des taxes sur le salaire, sur le travail. Juste, donc il va falloir vous faites des leçons depuis tout à l'heure. C'est ce que vous avez écrit, madame. Cotisation. Arrêtez de voir. C'est le terme. Donc c'est on le enlève terme. du Ça ne pouvoir s'appelle d'achat pas une Français. taxe. Ça ne s'appelle pas une taxe, madame. Vous savez ce que c'est une cotisation salariale? Madame, je travaille pas de mépris. Pas de mépris. J'ai travaillé comme vous, j'ai eu des fiches de salaire comme vous. Donc, et je n'ai pas été députée toute ma vie. Pourquoi vous n'utilisez pas ce mot de cotisation laissez-moi le finir à la place de taxe? Eh bien, une cotisation salariale, ça vient faire quoi? Ça vient gréver le pouvoir d'achat des Français, pas dans 5 ans, dans 10 ans, à la fin du mois. À l'heure où nous avons une crise inflationniste, à l'heure où effectivement nous avons un sujet de pouvoir d'achat, votre seule solution, c'est de venir prendre dans la poche des Français, et notamment ceux qui sont les plus précaires et les plus modestes. Vous avez même fait un amendement pour favoriser les retraités les plus à l'aise financièrement.
Donc, à un moment, je veux bien. Vous voulez pas parler du fond, je comprends, parce que c'est gênant. Pas, à force de déposer des milliers d'amendements, on ne contrôle pas vraiment ce qu'il y a dedans. Eh bien, parlons du fond, allons sur ce débat. N'ayez pas peur, nous sommes là, vous êtes là. Ayons argument contre argument. Pas pour vous, encore une fois, pour celles et ceux qui nous regardent, mais aussi pour celles et ceux que vous allez entendre en manifestation aujourd'hui, comme vous l'avez fait la semaine dernière et la semaine d'avant. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces manifestations puissent faire porter des revendications au sein de l'hémicycle. Portez-les. Les revendications, elles sont claires dans la rue. Peut-être que si vous y étiez, vous les verrez. J'y étais. Et donc c'est le refus Vous voulez qu'on y aille de ensemble l'allongement. cet après-midi ? Non, je vous remercie. Bon, voilà. Refus de l'allongement de la durée du travail. Voilà Non, ce qui est les demandé. gens veulent être assurés d'avoir une retraite. Voilà ce qui est demandé. Mais vous savez, oui, ils ont envie d'avoir une retraite. Voilà. Ils ont envie d'avoir une retraite en bonne santé. Ils ont envie d'avoir des pensions dignes. Tout à fait. Voilà ce qui est D'où demandé. le fonds de prévention. Et vous le savez très bien que des propositions, nous en formulons, puisque vous revendiquez le fait qu'il y ait eu aussi de la concertation. Les syndicats ont formulé des propositions. Je sais, j'étais à l'audition. Lesquelles avez-vous retenu? Lesquelles avez-vous retenu, justement, madame? sur l'index senior, sur le fonds de prévention. Qu'est-ce qu'il propose? Vous n'étiez pas à l'audition. Il propose des recettes supplémentaires. Il propose des recettes supplémentaires. J'étais à l'audition. Vous refusez des recettes. Vous refusez d'acquérir des retraites supplémentaires. Vous savez, à la rentrée, quand nous sommes arrivés en septembre dans l'hémicycle, qu'avons-nous proposé? Une taxe. Non, quand nous sommes re-rentrés, une taxe sur les super profits. Vous avez refusé cela. Mais alors ça veut dire vous avez refusé. Ça, mais j'entends. Non, madame. Si. Écoutez, si vous me laissiez finir, puisque Terminez vous les demandez affusions, du débat, va vous répondre. nous proposions une taxe sur les super profits. Pourquoi nous la proposions? Simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans ce pays, des milliardaires en l'occurrence, des très grandes entreprises que vous ne cessez de favoriser par de l'argent public sans contrepartie et sans évaluation, qui ne contribuent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient contribuer dans ce pays. Et ça ne s'appelle pas de la capitalisation, ça s'appelle simplement une autre répartition de la valeur ajoutée, celle produite par les salariés. Donc oui, il y a des financements possible, sauf que les financements possibles que nous proposons, ce sont des financements plus justes car ils proposent une meilleure répartition des richesses. Et ça, vous le refusez. C'est ça que vous refusez. Que celles et ceux qui créent la richesse bénéficient de la richesse qu'ils produisent. Je peux vous répondre. Allez-y, Catherine, répondre. J'entends tout à fait cet argument de dire que nous avons baissé l'imposition sur les entreprises. Je l'entends tout à fait, oui, nous l'avons fait, et oui, nous l'assumons. Mais de dire que c'est sans contrepartie, c'est faux. 1,4 million d'emplois créés en 6 ans, essentiellement des CDI. C'est pas la plus belle des contreparties, celle-là. Celle qui permet non pas de se poser des questions de où on va trouver un salaire, mais aujourd'hui, on se pose la question justement d'augmenter les salaires. Donc, encore une fois, il est faux de dire que nos entreprises sont simplement là pour s'engraisser. Elles participent à faire en sorte que nous soyons une société où l'autonomie financière peut être accessible à tous, et notamment pour les femmes. Donc sur ça, j'aimerais qu'on arrête sur le principe. Maintenant, sur le sujet du financement, je réponds très rapidement. Après, on passe au Moi, j'entends tout à fait votre sujet de allons chercher des financements ailleurs, sur les effets de rente, sur le capital. Bon, visiblement, c'est pas ce que vous avez posé dans vos amendements. Mais allons-y. Eh bien, assumez, allez au bout de votre raisonnement et dites... très bien, on sort du système par répartition, mais on rentre dans un autre... le système par répartition, c'est assez simple. Je veux dire, c'est dans un dictionnaire. Une autre répartition de la valeur ajoutée. Vous savez, voilà. le Donc, travail, voilà. le travail. Des éléments de langage, vous savez, le fruit du travail. La gauche veut en finir avec le système par répartition. Simplement, vous entendez ce que je vous dis? Le fait qu'aujourd'hui, l'argent aille plus vers le capital que vers le travail. Mais pourquoi vous n'avez pas posé des amendements dessus? Prendre de l'argent du capital pour aller vers le travail, ce n'est pas de la capitalisation, c'est la juste rémunération des fruits du travail. Madame, écoutez, vous avez choisi... par le déni démocratique que vous organisez, de faire une loi qui, au travers d'un PLFSR. Oui, pour le fonds de prévention qu'on peut mettre en place dès le mois de septembre. Plutôt qu'une loi organique. Admettez que par la méthode que vous avez choisie, et vous le saviez, nous ne pouvions pas déposer tous les amendements, amendements que nous voulions, simplement parce que ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, qu'est-ce qu'il permet? Uniquement de regarder sur 2023. Et vous le savez, vous le savez très bien. C'est pour ça que vous avez choisi cette méthode. On va parler d'un sujet sur lequel je crois que vous voulez débattre et qui intéresse évidemment les Français, c'est la retraite des femmes. Ça fait partie des points de discussion. Seront-elles pénalisées par cette réforme? C'est la question. Avant de vous entendre, on va regarder le portrait d'une auxiliaire de vie à Conflans-Sainte-Honorine. Elle devra partir à la retraite à 67 ans en raison de sa carrière hachée. Gaspard Flamand est allé la rencontrer. 7h30 du matin, le jour se lève à peine sur Conflans-Sainte-Honorine. Patricia est auxiliaire de vie. Elle se rend à sa première visite de la journée. Il s'agit d'un homme âgé de 99 ans,
On l'aidera pour le lever, la toilette, le petit déjeuner, l'accompagnement, le rassurer, voir si la nuit s'est bien passée. On donnera les médicaments également. Non, attendez, prenez votre temps. Réveillez-vous doucement. Moi, je vais faire comme d'habitude, un peu le ménage. Non. Prenez votre temps, réveillez-vous. Elle sait déjà qu'elle devra attendre 67 ans pour partir à la retraite, sans avoir atteint le taux plein. Travailler encore 10 ans lui semble compliqué. Le fait de faire des transferts, de passer d'une personne à l'autre, ma vue qui baisse au niveau de la route, ça va devenir dangereux. Ce sera, et pour moi, les véhicules, les personnes que je risque de rencontrer, il y a trop de contraintes, on est fatigué, usé. Sucre ou confiture? Alors, c'est la confiture à l'abricot, c'est OK? Pourtant, Patricia travaille depuis ses 20 ans. Mais avant d'être auxiliaire de vie, elle travaillait avec son mari sur une exploitation fluviale en tant que conjointe collaboratrice. Un statut qui ne lui a pas permis de cotiser pendant ses 7 premières années de vie professionnelle. Donc je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. Elle n'a pas eu le droit non plus à des congés maternité pour la naissance de ses 2 enfants. C'est alors arrivé qu'elle change de voie et devient auxiliaire de vie, au départ à son compte. Ben oui, je vais avoir une carrière hachée. L'aide à la personne, et ben quand quelqu'un meurt, vous n'avez pas tout de suite un remplacement. Donc on n'a pas de chômage pour un contrat par exemple de 10 heures dans votre semaine. Donc on ne peut pas s'inscrire au chômage, bien qu'on paye, mais c'est comme ça. Aujourd'hui salariée d'une entreprise, cotiser pour sa retraite est plus simple. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé avec la nouvelle cliente aujourd'hui? Assieds-toi. Merci. Comme on avait pensé, c'est un peu hard. Pour Patricia, le système de retraite reste dans son ensemble défavorable pour les femmes. C'est pas valoriser la femme et, je vais dire, l'homme, voilà, il y a l'homme et la femme, mais pour moi, dans cette société, elle n'est que la main de l'homme. Et on la rétribue à la retraite pour la valeur de la main et pas pour l'être entier qui a mis au monde, voilà. En 2021, les pensions de retraite pour les hommes étaient supérieures de 40% à celles des femmes. Presque à tête, vous entendez des cas comme ceux de Patricia. Quelle réponse vous pouvez leur apporter? Eh bien justement, c'est ça qu'on doit pouvoir répondre, c'est à ça qu'on doit aujourd'hui pouvoir s'attacher de répondre au sein de l'Assemblée nationale. Nous devons pouvoir apporter une réponse à Patricia. Sur le sujet des carrières hachées, elle le dit très justement. Elle en est la victime dans le système actuel. Répondons-y pour corriger cet effet-là. Vous parliez aussi dans votre reportage des pensions minimales qui sont en général les femmes, pour 40%. Eh bien, nous proposons effectivement de travailler ce sujet parce que c'est profondément les femmes qui sont touchées par cette précarité au moment de la retraite. Donc, ce que je dis très simplement, c'est nous entendons, Patricia, comme d'autres en réalité, nous devons avoir à cœur de répondre à leurs problématiques, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, mais dès cette année. Elsa Fossillon, est-ce que le système actuel est déjà injuste pour les femmes? D'abord, à la retraite, c'est rappelé dans le reportage, les femmes touchent en moyenne 40% de moins que les hommes à la retraite. L'écart se réduit un peu au moment des pensions de reversion, mais très clairement, c'est le miroir grossissant des inégalités dans l'emploi. Donc c'est bien là qu'il faut agir au moment de l'emploi, sur l'inégalité salariale qui persiste, environ de 25%, sur les carrières hachées, incomplètes, sur le temps partiel subi, j'en parlais précédemment. Donc c'est là les leviers d'action. D'ailleurs, c'est un levier d'action puissant, l'inégalité salariale, puisque si on atteint l'égalité salariale, c'est 6 milliards de cotisations, de recettes supplémentaires dans les caisses de retraite. Donc vous voyez, sur la question de l'équilibre du financement des retraites, l'égalité salariale est un levier puissant qui le permet. Je dis une chose sur ce que dit Madame Thévenot. Toutes les réformes qui ont reculé l'âge de départ à la retraite ont approfondi les inégalités hommes-femmes à la retraite. C'est vrai dans tous les pays européens et nous le constatons partout. Donc le report en lui-même va encore pénaliser un peu plus les femmes. Voilà pourquoi nous y sommes extrêmement opposés. Les donc inégalités pour vous, la réforme sont criantes. actuelle pénalise encore plus les femmes que le système d'aujourd'hui? Évidemment, évidemment. Et en plus, j'y ajoute que la question de la pénibilité pour les métiers féminins est le moins reconnue
connu. Vous le savez, déjà, la majorité précédente d'Emmanuel Macron a retiré 4 critères de pénibilité, sur des charges lourdes, sur les éléments toxiques, etc. Mais nous pensons qu'il y a des critères de pénibilité, ça fait partie d'amendements d'ailleurs, à ajouter et qu'elles concernent très majoritairement les métiers féminisés. On pense au fait, par exemple, je pense aux aides à domicile qui vont porter des personnes plusieurs fois dans la journée, les personnes qui ont des gestes répétitifs de ce type. Et ce n'est pas les éléments qui sont apportés aujourd'hui et qu'on a entendus en commission par la majorité sur l'idée qui refuse d'ailleurs le terme de pénibilité. Vous vous souvenez, le président de la République ne voulait pas entendre ce mot. Maintenant, on parle d'usure. Non, il y a une pénibilité très forte aujourd'hui dans des métiers et particulièrement dans les métiers féminisés. Je le redis, cette réforme, elle est une peine, une double peine pour les femmes. Elle va être défavorable pour tous et particulièrement pour les femmes. Je laisse répondre Prisca Thévenot. Est-ce que la réforme que vous présentez pénalise plus les femmes que le système d'aujourd'hui ? Premier point déjà et très rapidement. L'ensemble des 28 heures de débat que nous avons en commission a été retranscrit en direct et est toujours disponible sur le site de l'Assemblée nationale. J'invite tout le monde à y aller parce qu'effectivement, nous avons parlé de pénibilité en long, en large, en travers. Et non, nous n'avons pas pu aller très loin dans le texte parce que vous nous y avez empêché. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en fait, je me rends compte que sur le fond, nous sommes d'accord. Vous le dites très justement, ça vous embête, mais moi je suis plutôt rassurée de nous dire, de nous dire qu'effectivement le système tel qu'il existe aujourd'hui pénalise les femmes. Et faisons en sorte que la réforme que nous proposons pour justement enrayer ça, soit la mieux possible pour les femmes notamment, qui sont souvent les plus précaires et les plus modestes au moment de la retraite, et c'est inadmissible. Et donc c'est pour ça que je dis, allons, nous avons la possibilité, dès cet après-midi, d'aller dans le fond, après la manifestation bien sûr, mais d'aller dans le fond des amendements, un par un, débat après débat, argument après argument, non pas pour nous dire que vous avez raison, nous avons tort, ou l'inverse, mais pour répondre à ces femmes, justement, précarisées, qui ont besoin qu'on leur apporte des réponses tout de suite. Donc vous êtes prête à supprimer les 64 ans. On n'est pas dans l'hémicycle. Acceptez, Madame la députée, qu'on fasse le débat dans l'hémicycle. Toute mesure qui... Vous dites, nous sommes d'accord. Donc j'entends cette phrase. J'ai dit juste avant que toute mesure qui allonge encore le temps de travail pour les femmes les pénalise encore plus et qu'elle approfondit les inégalités. Vous me répondez, nous sommes d'accord. Non, c'est donc pas je vous dis, faites pas de fait de manche. Vous avez très bien compris ce que j'ai voulu dire. Et je l'ai expliqué. Vous dites, nous sommes d'accord. Donc je vous dis, prouvez-le. Et donc retrait. Et à mon avis, de toute façon, vous finirez par y arriver. Il nous reste 30 secondes, Prisca Thévenot. Non, mais vous voyez, j'ai tendu des perches pour arriver sur le débat de fond, en permanence. Mais madame, sérieusement, je ne sais pas pourquoi il y a cette attitude. Il faut qu'on en dépasse. Il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit vraiment des gens qui nous regardent. Et donc, je le dis encore une fois, on connaît tous ces métiers pénibles, soit parce qu'on les a vécus nous-mêmes, soit parce qu'on a vu nos parents les vivre, soit parce qu'on a des amis et de la famille qui les vivent. Ayons ce respect, cette dignité de porter leur voix. C'est vraiment ce que les gens ressentent, le respect et de la dignité de la part du gouvernement. Mais franchement, allez sur le fond. Vous avez acceptez d'aller sur le fond. Vous avez vraiment parlez à Patricia qui a demandé ça. Pas de courage, mais du culot, vous en avez. Ça, c'est sûr. C'est la fin de ce débat. Et on va suivre évidemment les débats à l'Assemblée nationale pendant 15 jours. D'abord, on regarde.